C'est tout l'enjeu de la décennie qui vient, c'est à la fois de continuer à faire que cette industrie qui est pourvoyeuse d'emplois et de prospérité pour Paris, elle contribue à avoir un impact positif sur la vie des habitants, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie générale grâce aux ressources et à l'argent que les touristes viennent dépenser à Paris. Alors bonjour à tous, ici Victorien, super que vous soyez avec nous dans ce nouvel épisode des podcasts de Paris en commun. Épisode dans lequel nous allons discuter de Paris, une des villes les plus visitées dans le monde entier, avec ses 38 millions de visiteurs en 2018. Pour parler du tourisme et des touristes, je reçois Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives au sport, au tourisme et aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour. Bonjour Victorien. Alors, si Paris reste une des villes les plus visitées au monde, que c'est une destination connue de tout le monde, qu'elle est très désirée, ça n'en fait pas pour autant une ville branchée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que Paris devienne ou redevienne d'ailleurs une ville branchée, et pourquoi d'ailleurs c'est important d'un point de vue économique ? Le tourisme est la première industrie de Paris. Elle concerne près de 10% des emplois parisiens. Elle représente un peu plus de 9% du PIB parisien. Et elle a une autre vertu, cette industrie touristique, c'est que c'est une industrie pourvoyeuse d'emplois pour tous les niveaux de qualification. Ils sont rares les industries qui à Paris offrent à la fois des métiers non qualifiés comme des métiers très qualifiés, permettant aussi de faire du travail et de l'emploi un facteur de mixité sociale à Paris. Et donc, pour soutenir ce secteur, le sujet a été pour nous de reconquérir des destinations qu'on avait un peu oubliées parce que l'émergence des marchés de masse émergents, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil au début des années 2000 et depuis les années 2010 en particulier, nous avait un peu fait oublier le marché européen qui, lui, pour le coup, est sensible à destination branchée, destination de jeunes. Et on a fait, de ce point de vue-là, 3 sujets majeurs. Le premier, c'est de travailler sur l'hébergement de jeunes, puisque Paris était très en retard. On comptait 3000 places d'hébergement de jeunes, auberges de jeunesse, youth hostel, boutique hôtel un peu contemporain. On comptait 3000 chambres à Paris contre près du quadruple à Londres ou à Berlin. Et on est aujourd'hui rattrapé notre retard. On va livrer notre 9 millième chambre en youth hostel qui nous permet d'abord d'accueillir ces jeunes européens. Deuxièmement, de travailler sur la nuit, avec un travail sur 10 ans sur la nuit parisienne et d'avoir refait de Paris une destination branchée pour la nuit. D'ailleurs, intramuros comme extramuros, avec des lieux qui deviennent d'envergure mondiale aux portes de Paris, et qui a permis dans le top 50 des 50 clubs les plus branchés du monde d'avoir 3 clubs parisiens, qui est la première ville au monde à égalité avec Londres. Et puis le troisième élément, c'est de travailler stratégiquement plutôt les marchés proches et de pas simplement baser la croissance du tourisme parisien exclusivement sur le marché chinois, mais bien aussi sur le marché britannique, néerlandais, espagnol, qui sont typiquement les cibles qui peuvent venir souvent avec un niveau d'attente et de dépenses qui est conforme à une injection d'économie positive pour Paris. Alors, ville branchée ou pas branchée, ça reste, comme vous l'avez dit, un poids lourd de l'économie parisienne. Et comment est-ce qu'on fait au long cours pour que Paris, ça reste une destination performante aussi d'un point de vue économique ? C'est tout l'enjeu de la décennie qui vient, c'est à la fois de continuer à faire que cette industrie qui est pourvoyeuse d'emplois et de prospérité pour Paris, elle contribue à avoir un impact positif sur la vie des habitants, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie générale grâce aux ressources et à l'argent que les touristes viennent dépenser à Paris. Du tourisme mémoriel, du tourisme d'enterrement de vie de garçon, il y a autant de tourisme en vrai que de comportement. Et donc il a fallu vérifier que sur les grands piliers qui font décider d'une destination de voyage, on avait des forces. Sur le patrimoine, on a décidé de réinvestir plus d'une centaine de millions d'euros sur la rénovation de notre patrimoine culturel. Sur les grands monuments, on a refait avec le grand projet Tour Eiffel, redonner à ce lieu une attractivité nouvelle. Mais on l'a fait aussi presque de l'autre côté de la chaîne, en incitant nos voyageurs. Il faut mesurer que 3 voyageurs sur 4 qui viennent à Paris sont des gens qui reviennent à Paris, qui étaient déjà venus. Et donc, il faut leur montrer d'autres choses. Et c'est ce qu'on a fait en essayant de promouvoir des balades dans le 14e, les balades à l'extérieur de Paris, pour montrer qu'il y avait le Louvre, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et Montmartre, mais il y a aussi, en fait, Belleville, les villas de la Porte d'Orléans ou le 6B à Saint-Denis. Et il y a aussi la question de l'augmentation de la capacité d'accueil, parce que si on a de plus en plus de tourisme, il faut pouvoir les loger. Aussi de la question de la connectivité de Paris, parce que c'est pas forcément toujours facile d'accéder à Paris intramuros. Oui, le tourisme est un marché de l'offre.
plus vous avez d'offres, plus les touristes viennent. Et donc on a 2 enjeux, il faut un endroit pour loger ces touristes et il faut une manière de les acheminer vers Paris. Et c'est pourquoi on a à la fois, grâce au plan hôtelier, qui était un plan hôtelier parisien et qu'on a fait grandir en devenant un plan hôtelier métropolitain, désormais nous travaillons avec les communes de la Petite Couronne pour que les constructions d'hôtels se fassent à Paris, mais aussi dans les communes limitrophes, pour desserrer la contrainte foncière et en même temps offrir les opportunités économiques du tourisme à nos communes voisines. Ce qui nous a permis de viser désormais les 120 000 chambres sur le Grand Paris, deuxième parc hôtelier le plus important du monde et largement ce qu'il fera d'ici 2024. Et puis sur la connectivité aérienne, en travaillant avec Aéroports de Paris à la compétitivité de la plateforme parisienne pour faire venir, notamment sur ces marchés pour le coup émergents, plus de lignes. C'est ce qu'on a obtenu avec la Chine notamment et l'ouverture de nouvelles lignes vers Kunming, vers Qingdao, vers les villes secondaires chinoises qui, en ligne directe, naturellement amènent du trafic supplémentaire. Et quoi qu'il en soit, Paris a des atouts patrimoniaux notamment, avec toute cette expérience un peu unique au monde de visiter Paris. C'est quoi les grandes réalisations qui sont en cours, notamment sur les grands musées ou les grands bâtiments ? Le premier patrimoine de Paris, c'est les villes elles-mêmes. C'est cette capacité unique au monde de pouvoir déambuler, marcher dans Paris, de lever son nez et de voir des bâtiments incroyables. Et finalement, l'une des œuvres touristiques les plus importantes, sans qu'on y ait prêté garde, c'est la piétonisation des berges. Parce qu'en fait, elle offre un chemin agréable, apaisé, où on peut venir en famille pour aller se balader depuis l'hôtel de ville jusqu'à la conciergerie, en voyant le musée du Louvre et même jusqu'à la Tour Eiffel. Et puis la Tour Eiffel, justement, en faisant le choix de redonner aux 51 hectares entre le Trocadéro et l'école militaire un nouveau projet urbain avec le projet de Gustafsson, piétonisation du pont d'Iéna, de la place de Varsovie, végétalisation d'une partie des lieux vont redonner à ce site une ampleur monumentale qu'elle avait un peu perdue. Et puis des rénovations de musées, à la fois Bourdelle, Galliera, les catacombes qui ont été refaites, le musée Jean Moulin, Libération de Paris. Donc on a travaillé aussi sur cette offre muséale. Et puis, n'oublions jamais qu'un voyageur à Paris sur 2 est un voyageur d'affaires qui vient faire un congrès, un séminaire, une exposition, et que la rénovation de la porte de Versailles et notamment de son centre de convention nous a permis de gagner désormais des grands congrès, notamment le congrès de cardiologie de 35 000 personnes pendant une semaine. C'est plus de 150 000 nuitées dans les hôtels parisiens et donc autant d'impact positif pour l'économie locale. Paris est aussi exposé à des externalités négatives dues au tourisme. Et on parle de plus en plus de surtourisme. Alors qu'est-ce que c'est le surtourisme et dans quelle mesure Paris en est la victime ? C'est le phénomène que toutes les grandes villes vont devoir appréhender dans la décennie qui vient. On a assez bien compris et vu que le tourisme pouvait avoir un impact négatif sur les écosystèmes naturels. On l'a vu sur les îles paradisiaques d'Asie du Sud-Est qui vont finalement décider de fermer. On a vu sur des endroits forestiers dans l'Amérique du Sud qui, trop fréquentés, se sont trouvés dégradés. On a vu ces images terribles en haut du Mont Blanc l'été dernier avec ces files de randonneurs absolument invraisemblables. Et donc on a compris assez vite que dans les milieux naturels, il fallait réguler le tourisme pour préserver la nature. Et en fait, on est en train de prendre conscience que dans le milieu urbain aussi, il faut préserver et réguler le tourisme pour qu'il puisse continuer à prospérer de manière harmonieuse avec le site dans lequel ils sont faits. Et le surtourisme, on a aujourd'hui la certitude que ce n'est pas un sujet de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, les villes qui ont été confrontées au plus grand phénomène d'opposition au tourisme, Venise, Dubrovnik, Barcelone, Berlin, ne sont pas les villes qui accueillent ni le plus de touristes, ni le plus de tourisme par habitant, ni même le plus de tourisme par kilomètre carré. C'est vraiment des effets de prédation qui sont liés à plusieurs choses. Une croissance trop rapide, c'est le cas de Barcelone qui a connu des croissances à 2 chiffres quasiment pendant une décennie sans discontinuer, donc avec un apport de visiteurs trop important sans que la ville ait pu s'adapter. Deuxièmement, une prédation sur le logement et sur les commerces qui font qu'on a des phénomènes d'augmentation des prix, de spéculation et de sentiment pour les habitants d'être chassés de leur propre ville ou de modification des commerces. Et donc c'est toutes ces activités-là qu'il faut savoir réguler pour construire un tourisme qu'on appelle à impact positif, c'est-à-dire un tourisme où finalement l'apport des visiteurs il est favorable à la ville. Il y a une équation qu'on pourrait simplement résumer en disant l'accord tacite entre une ville et son tourisme, c'est plus de visiteurs égale plus d'argent injecté dans la ville, égale plus de prospérité, égale une amélioration de la qualité de la vie des gens. Pour dire simple,
plus de touristes égale ma vie s'améliore dans ma ville. Or, cette équation, elle s'est trouvée vriller dans un certain nombre de villes où plus de touristes égale dégradation de la qualité des vies des gens. Et donc, le surtourisme, il apparaît quand, si vous ajoutez des visiteurs, vous dégradez la vie des habitants. Et c'est pourquoi il faut qu'on y soit extrêmement vigilant à Paris, en tant que ville la plus visitée du monde et en tant que ville contrainte et très dense. Mais justement, vous faites de l'harmonie entre les tourismes et les habitants un des objectifs numéro un de votre plan de développement touristique. Et quelles sont les mesures concrètes qu'on prend pour contrer le surtourisme? Je vais prendre plutôt celle qu'il faut prendre, celle de l'avenir. On en a pris un certain nombre sur la régulation des meublés touristiques, sur la circulation des autocars, sur la préservation d'un certain nombre de quartiers. Il faut maintenant passer à une étape supérieure, en regardant quelles sont les formes de tourisme les plus prédatrices, et par ailleurs, quelle est la nature de ces nuisances. Paris a beaucoup de chance parce qu'on est en partie préservé aujourd'hui du surtourisme. On n'a pas les mobilisations qu'on a connues à Dubrovnik, Venise ou Barcelone, en particulier parce que, nos croissances ont été relativement raisonnables pendant des années. Paris est une ville de tourisme depuis quasiment 2 siècles et demi, et donc nous avons une tradition d'accueil et une croissance qui était absorbable par la ville. Deuxièmement, parce qu'il y a une forme de spatialisation des usages de la ville et que les lieux les plus attirés en touristes sont aussi les lieux les moins saturés en habitation. Le Champ de Mars autour de la Tour Eiffel, c'est 40 à 50 hectares. Vous n'avez pas ça sur la place Saint-Marc à Venise ou même sur les Ramblas à Barcelone. Et donc, quand vous amenez un nombre de touristes important, 20 millions sur 40 hectares, c'est évidemment plus absorbable. Et puis, ces hauts lieux touristiques, Montmartre, les Champs-Élysées, le Champ de Mars, sont plutôt des quartiers peu habités. Et donc, on a moins de zones de frottement entre les usages de la ville des habitants et les usages de la ville des touristes, à l'exception d'un bout de la butte Montmartre et du Marais sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Quand ils existent, ces frottements entre touristes et habitants, ils sont, tels qu'on l'évalue, nous, de 3 natures principales. La première, c'est la question du logement. Comment des mètres carrés qui devraient être utilisés à loger les habitants se trouvent captés par l'industrie touristique. D'abord par le phénomène des meublés touristiques, Airbnb, pour appeler un chat, et on ne peut pas aujourd'hui accepter que dans le centre de Paris, on ait presque 26 000 logements qui aient quitté le parc résidentiel, donc des logements qui permettaient de faire habiter des gens qui veulent venir travailler à Paris pour devenir des appartements à touristes. C'est une situation qui est évidemment inacceptable et il faut désormais donner le pouvoir aux villes, à la maire de Paris, elle-même de réguler cette activité de meublé touristique parce qu'elle va à l'encontre des intérêts que nous portons en matière de logement, c'est-à-dire de la mixité sociale et de la capacité à loger les Parisiens. Puis il y a un deuxième phénomène qui est plutôt lié aux hôtels, qui fait que Paris est la ville qui compte le plus grand nombre d'hôtels au kilomètre carré au monde et le plus grand nombre de chambres de kilomètre carré au monde. Et donc il est temps de passer, là encore, dans un braquet différent où il faut se dire qu'aujourd'hui, avec le développement du futur Grand Paris Express et du métro, une partie des nouveaux hôtels parisiens devra être construite de l'autre côté du périphérique pour partager la richesse touristique avec nos voisins, mais aussi parce qu'on ne peut plus expliquer aux Parisiens que s'il y a du mètre carré disponible, on le mette au service de loger des visiteurs étrangers plutôt que de loger les habitants. Deuxième sujet, la question des mobilités. On ne peut pas aujourd'hui accepter, alors que les Parisiens ont fait des efforts, ont changé leur mode de vie pour abandonner la voiture individuelle et les véhicules polluants, on est encore des autocars en grand nombre qui saturent les carrefours, qui restent avec le moteur allumé, stationné, qui tournent à vide autour des monuments historiques. Il faudra aller plus loin sur la régulation des autocars, qui encombrent la voie publique autant qu'ils polluent, et auquel s'ajoute le fait qu'il participe d'une forme de tourisme, le tourisme de groupe, j'y reviendrai, qui est sans doute celui qui crée de plus grandes externalités négatives. Et le troisième élément, c'est celui qu'ont connu les villes au mouvement finalement de tourisme, aux phobies, de surtourisme les plus sensibles, c'est la question du commerce. Et notamment, on l'a vu avec la création des zones touristiques internationales où on peut ouvrir le dimanche, vous avez systématiquement et de manière arithmétique une baisse de la diversité commerciale, un remplacement des enseignes indépendantes, du petit créateur, de l'artisan, du commerce alimentaire, par de la grande chaîne. Pour dire les choses, un fromager est remplacé par un Starbucks, une librairie est remplacée par un Uniqlo ou un Apple Store. Et donc, ça crée une forme, d'uniformisation commerciale qui est terrible, parce qu'elle n'est pas dans l'intérêt des habitants, elle n'est même pas dans l'intérêt de Paris. Paris, son intérêt, c'est que les gens viennent voir à Paris des commerces qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Si c'est pour voir un Apple Store, un Uniqlo, un Zara et un Starbucks, il y en a dans toutes les villes du monde. Et donc, il faut protéger cette diversité commerciale pour les habitants autant que pour l'attrait touristique. Et ça, c'est l'autre levier sur lequel il faudra
utiliser les leviers de la ville, notamment Vital Quartier, qui nous permet de racheter du foncier commercial pour précisément y installer des boutiques et garantir que sur la butte Montmartre, autour de l'Opéra, on ait encore du commerce de proximité pour les Parisiens, où ils peuvent trouver du pain, du fromage, un livre ou du poisson. Et les touristes, en 2050, ils ressembleront à quoi? Ça sera qui? Ils viendront faire quoi? Je pense qu'il y a deux tendances qu'il faut qu'on accompagne et qu'on amplifie. La première, il faut sortir du tourisme de masse pour rentrer dans un tourisme qui se fond à la masse, c'est-à-dire plus de saturation sur les mêmes sites, qui passent par des parcours en dehors de Paris intramuros, par des nouvelles formes de relations avec les habitants locaux, plutôt que de manger dans des chaînes de fast-food ou dans des chaînes à enseignes internationales, on va aller réellement injecter sa dépense touristique dans un commerce local, dans un artisan parisien, et finalement participer avec sa dépense touristique au maintien de l'activité économique de proximité dans Paris. Et la deuxième forme, je pense, et enfin j'espère, et je pense qu'il faut tout faire pour que la ville en 2050 connaisse une proportion de tourisme en groupe qui soit réduite à quasi zéro. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce tourisme en groupe qui est le plus prédateur. Pour une raison simple, parce que le tourisme en groupe, quand vous déplacez 50 à 100 personnes dans Paris en même temps, vous créez, pour l'objet urbain que représente la ville, un choc de charge. Je prends toujours cet exemple extrêmement trivial des toilettes. Il m'est arrivé de débattre avec des guides qui accompagnent des groupes qui me disaient oui mais c'est pas possible, on n'arrive pas à faire pipi à nos visiteurs et à nos touristes en 5 minutes autour de la Tour Eiffel. Parce que si vous demandez à 50 personnes qui veulent aller aux toilettes en même temps en 5 minutes, il vous faut 50 toilettes. Et est-ce que c'est raisonnable de construire 50 toilettes au pied de la Tour Eiffel? La réponse est non. Alors que ces 50 mêmes personnes dans le diffus qui vont aller aux toilettes sur l'espace d'une heure ou d'un quart d'heure, c'est tout à fait absorbable par un bloc sanitaire d'une dizaine de toilettes, ce qui est beaucoup plus insérable dans l'espace urbain. Et en fait, cette logique de choc de charge que provoque le tourisme de groupe, elle se vit sur la saturation des espaces publics, sur la saturation, la congestion à l'entrée des lieux et des monuments, et elle se vit aussi sur les modèles économiques. Parce que le tourisme de groupe aujourd'hui, parce qu'il est apporteur de gros volumes, il va auprès des hôtels plutôt en grande couronne ou auprès des opérateurs parisiens de grand volume, tirer les prix vers le bas, tant et si bien qu'en plus, la dépense touristique, elle ne crée plus de valeur puisqu'on est sur des prix beaucoup trop bas. Donc finalement, le modèle du touriste en 2050, c'est presque, il vit comme un Parisien quand il est à Paris et qu'on se rende à peine compte qu'il soit là. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'évidemment, la question touristique ne peut pas être exempte de son interrogation face au climat. Et il faut aller plus loin. Il faut désormais que les touristes qui, par nature, notamment ceux qui viennent de loin, ont une contribution carbone importante, ne compensent pas cette dépense carbone. Et il faut créer, au même titre que la taxe de séjour, qui est une manière dont les touristes contribuent au service public qu'ils vont utiliser, qu'on ait une contribution climat pour les visiteurs qui leur permette de compenser la dépense carbone que représente un voyage à Paris. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche. À bientôt!